Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale 24 heures du Mans en ce lundi 16 juin. Avec au sommaire, un résumé de la course concoctée par notre rédaction, le point de vue et les bonnes infos de notre expert en endurance, Bruno Palmé, mais aussi un moment très solennel lors de la messe au circuit dimanche matin, en hommage notamment aux victimes de l'accident de car de vendredi à Degré. Et justement, nous revenons sur ce drame de la route avec la présidente de l'association des Ukrainiens au Mans qui a aidé les secours à traduire en français les paroles des victimes en transit entre la Bretagne et l'Ukraine dans le cadre d'un échange scolaire. Et de 3 pour Ferrari. Quand ce n'est pas une officielle, c'est la privée qui s'impose. Depuis le retour de la Scuderia en catégorie Rennes aux 24 heures du Mans, la 51 a gagné, la 50 aussi. Cette année, c'est le tour de la F-Corse 83. La première fois, c'était la surprise. La deuxième, la confirmation. Cette année, c'est un rêve qui devient une réalité. Une joie intense tant l'exploit est immense. 24 heures plus tôt, prédire ce résultat n'était pas gagné d'avance. Sur la ligne de départ, Bondé, Cadillac part en pôle et attire tous les regards. On essaie de profiter, mais tout à la fois, on est simplement concentré sur la course pour le moment. Beaucoup de monde, des pilotes, des équipes, oui, mais aussi des supporters qui profitent d'être au plus proche des voitures. Et des personnalités qui profitent d'une ambiance à deux vitesses, euphorisante pour les spectateurs, moins pour les protagonistes de la course. C'est vrai que c'est un peu long des fois parce qu'on veut combattre. Mais d'un autre côté, c'est son charme aussi et c'est magnifique à voir. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est très long l'avant-course, donc j'essaye de me calmer, de me reposer. Et ouais, j'ai hâte de prendre le départ. L'objectif de chacun, ne pas passer pour des manchots. Le starter Roger Federer, accueilli en héros, agite le drapeau tricolore. La course est lancée. Parti de la dernière position des hypercars, Kevin Estre effectue une incroyable remontée sur sa Porsche. À la fin du relais du pilote français, la numéro 6 est aux avant-postes. Je me suis fait plaisir, ça a été fair avec tout le monde et il n'y a pas eu de contact, donc ça c'est important. On prouve qu'on est là, après la Ferrari était très forte sur le troisième relais. Au jeu des arrêts au stand, l'écurie française Peugeot occupe ponctuellement la tête du classement. Chez Cadillac, tout est clair et précis pour les mécaniciens avant chaque pit stop. Sébastien Bourdet rentre en course. Catégorie LMGT3, le Sartois Arnold Robin roule bien, le team est chaud. La 78 se classe entre la première et la quatrième place en fonction des passages par les stands. La place sur la piste, pour l'instant, c'est pas le plus important. Si on est dans cette position-là, dans les 2-3 dernières heures, et puis avec la possibilité de se battre, là, ça sera bien. Pour l'instant, ça veut pas dire grand-chose. La nuit tombe sur le circuit, les lumières s'allument. En LMP2, le Sartois d'adoption Réchad de Gérus réalise un gros relais, soutenu par les membres de sa famille. Ce garçon a un vrai talent, donc pour moi c'est une fierté. Et donc je pense qu'il a un avenir dans le sport auto. Siren Links passe de la 9e à la 3e position. On fait du bon boulot, on est parti assez loin, comme j'avais dit, la qualification c'était pas bien passé pour nous, mais la course c'est autre chose, c'est 24 heures. J'adore la nuit, franchement je me sens dans ma bulle, je suis tout seul, on voit un peu moins les spectateurs, on est vraiment dans le noir dans les isolières, donc c'est vraiment cool. La nuit, moment propice pour la Ferrari jaune. La 83 s'affirme en tête, une lutte intense s'annonce. On progresse tranquillement vers le haut, la voiture va bien concentrée et sans erreur, on devrait y être. La nuit, c'est la fête en dehors de la piste avec feux d'artifice et spectacle de drones. Mais ce sont aussi des accidents et autour de la safety car d'intervenir après la sortie de piste de l'Oreca numéro 24. Un moment toujours intense, notamment pour ceux qui conduisent ces voitures de sécurité. On a le cœur qui s'accélère un peu, il y a cette pression qui s'installe. J'en ai la chair de poule parce que quand on a des voitures derrière nous, quand je regarde dans le rétroviseur, en forêt, ça s'illumine, etc. On voit les phares sur les côtés de la voiture. Wow. Au matin, les Ferrari mènent la danse en hypercar. En GT, une autre Ferrari conteste la Porsche 92. Derrière, la Lexus numéro 78 se crache, revient au stand mais ne repartira pas. Espoir brisé. Déception parce que c'était la voiture qui était 3e du championnat, donc on allait finir 4e ou 5e, c'était des gros points importants. Voilà, c'est le sport auto, quelquefois une petite erreur, c'est des grandes conséquences. Décidément, les voitures des Sartois ne sont pas en réussite. La Cadillac numéro 38 de Sébastien Bourdet n'est plus dans le coup de la victoire, ou même d'un podium. On fait tout ce qu'on pouvait, mais c'était pas assez, quoi, tout simplement. On est à plus d'un tour.
il n'y a plus rien à espérer. Parce que la lutte finale, elle, oppose les Ferrari 50 et 51, vainqueurs des 2 dernières éditions des 24 heures et des 3 premières manches du championnat du monde 2025. La Ferrari jaune 83 AF Corset en tête et la Porsche qui vient jouer les troubles fêtes. 4 voitures dans le même tour après 24 heures de course, finale étriquée, ambiance survoltée. C'était intense, parfois trop même, avec les autres Ferrari. Surtout quand on voit les écarts en fin de course. La Ferrari 83 s'impose, emmenée par Robert Kubica, premier polonais à s'imposer en catégorie reine, et Yifei Ye, premier chinois à remporter les 24 heures, après avoir vécu une partie de son adolescence en Sarthe. Je connais tous les coins dans cette ville, j'ai passé mon permis de conduire, et je pense que je vais mettre du temps à réaliser de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Eux ont déjà réalisé, les autres équipages sur le podium partagent amertume et respect. Félicitations à la 83, ils ont bien travaillé et méritent la victoire. Pour nous, pour le championnat, ce n'est pas un mauvais résultat. Nous sommes plutôt contents. On n'a pas à rougir, mais oui, c'est frustrant. Et cette année, on était, on va dire, la deuxième force, mais il manquait encore un peu de perfo, donc oui, c'est frustrant, tout en sachant qu'on a fait une meilleure course qu'eux. En LMP2, malgré les efforts de la numéro 9, la Iron Lynx termine 4e, 3e de la catégorie LMP2 Pro. Deuxième podium consécutif pour le réunionnais Rechad de Gérus. Ça reste un très bon résultat pour nous, honnêtement. On s'est bagarré fort, bagarré dur durant toute la course. Le grand gagnant, c'est Inter Europol, pénalisé dans la dernière demi-heure. La 43 a doublé le team VDS Panis dans les derniers tours. Deuxième victoire en 3 ans pour la voiture polonaise. Mal à réaliser encore. Je pense que... Pour LMGT3, la Porsche Manthey signe un nouveau succès, là aussi contesté jusque dans les derniers instants. Je suis super fier, je ne sais pas quoi dire, je n'oublierai jamais cette journée. Au total, 332 000 spectateurs ont assisté à la semaine des 24 heures. Record encore battu, l'endurance automobile est en plein âge d'or. Et pour débriefer ces 24 heures du Mans, vous venez de voir les images, et bien on a décidé de choisir notre plus grand expert sur LMTV Sarthe, c'est Bruno Palmé. Bonjour Bruno. Bonjour Colin. Alors avec vous, on va revenir sur les différents événements qui ont marqué cette course, et forcément le premier qui nous vient en tête, c'est 3 années différentes pour Ferrari, 3 titres différents, 3 voitures différentes, et cette année la 83. Bah ouais, c'était autour de la 83, rien n'était écrit, puisqu'on l'a vu dans les dernières heures de la course, la 50, la 51 se sont succédés en tête de la course, et puis la 83 qui a su résister à la Porsche numéro 6, et c'est une belle victoire pour cet équipage de la 83 qui était passé à côté l'année dernière, et en plus c'est vrai que c'est des pilotes que l'on n'avait encore jamais vus sur la plus haute marche du podium. La 83 qui n'est pas une voiture type, en tout cas pas la titulaire. Comment est-ce que ça se passe dans les équipes pour savoir quelle équipe va gagner, et est-ce qu'on va laisser la 83 aller jusqu'au bout ? Là, en l'occurrence, on l'a laissé aller jusqu'au bout parce que la course en a décidé ainsi. Peut-être que si les 3 Ferrari avaient été en tête, peut-être que là, on aurait chez Ferrari choisi de favoriser plus ou moins la 50 ou la 51. Alors, il faut savoir que ces voitures sont inscrites à demeure dans le championnat du monde d'endurance, et que pour s'inscrire Ferrari comme Cadillac comme Porsche, il y a 2 voitures officielles. Si vous engagez une 3e Ferrari, une 3e Porsche, une 3e Cadillac, comme c'est le cas aux 24 heures du Mans, c'est à travers l'engagement d'un privé. En l'occurrence là, c'était AF Corset. Donc cette voiture était inscrite sous les couleurs d'AF Corset, ce qui fait qu'au niveau du championnat du monde, c'est pas Ferrari qui marque des points, mais c'est AF Corset. Donc ça permet aussi d'entretenir un peu plus le suspense au niveau du championnat du monde, parce qu'en cas de victoire de la 50 ou la 51, je pense que les affaires étaient pliées, comme on dit, au niveau du championnat du monde, puisque c'est l'objectif numéro 1 aussi de la Scuderia. Et pour autant, justement, les pilotes Ferrari, que ce soit d'AF Corset et même de la 50 et de la 51, étaient malgré tout assez heureux. On les écoute. Pour gagner cette course, vous devez être parfait cette année, plus que jamais. On était très proches, très proches, et on a beaucoup poussé à 100% sur chaque tour. Ça devient très dur dans ce cas-là d'être parfait, mais on réessayera l'année prochaine. Avec Robert Kubica, les 2 Le Mans qu'on a fait ensemble, on a fait 2 abandons. Donc avant le week-end de course, on rigolait disant que peut-être qu'il y a un problème avec nous deux, la combinaison.
Et je suis content que cette année, on a prouvé que ce n'est pas le cas. Et ils ont fait beaucoup d'erreurs, donc ça nous a permis de rester dans le match. Nous, on n'en a fait aucune. Donc je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait aujourd'hui, de l'équipe, de tout ce qu'on a accompli en tant que voilà, Porsche Penske, la voiture numéro 6, les pilotes, les ingénieurs, etc. Mais voilà, aujourd'hui, c'était une course de performance et il nous en manquait un petit peu et voilà, ils étaient plus rapides. Et parmi les pilotes justement de cette 83, il y avait Yifeye formé à la FFSA Academy, donc presque un Sartois finalement. Presque un Sartois, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, on est lundi, donc voilà, joyeux anniversaire, parce qu'il nous regarde peut-être. Voilà, ça pouvait pas mieux tomber, d'autant que lui est passé tout près de la victoire, on se souvient, l'année du Covid en 2021, lorsque sa LMP2 du team WRT s'est arrêté dans le dernier tour, donc il était un petit peu catastrophé, ça a marqué ses débuts aux 24 heures du Mans, et comme vous venez de le dire, effectivement, il a débuté ici en 2014 au Mans, j'ai le souvenir de le rencontrer justement à ses débuts, il ne parlait pas un seul mot de français, aujourd'hui il a bien progressé, hein, évidemment. D'un point de vue sportif, il est passé par Porsche, voilà, et puis aujourd'hui il est chez Ferrari. Il ne pouvait pas rêver de mieux. Il rêvait aussi d'inscrire son nom, bien évidemment, mais d'être aussi le premier pilote chinois à gagner les 24 heures du Mans. Il y en a eu d'autres auparavant, au Pintung. On pense à David Cheng, qui sont passés aussi pas très loin de victoire, même s'ils ont réalisé de belles choses dans les catégories LMP2, mais au classement général, c'est une grande première, comme la victoire de Kubica, de Polonais. Jamais un Polonais n'avait encore gagné les 24 heures du Mans. Et vous disiez Yifeye qui est passé par Porsche, et justement le principal concurrent là, de Ferrari, c'est la Porsche qui s'est immiscée, la Porsche numéro 6. C'est un peu surprenant que ce soit eux les principaux rivaux de Ferrari sur cette édition. C'est vrai qu'on attendait plus Toyota aux avant-postes, eu égard aux performances qu'ils avaient réalisées durant les essais qualificatifs et puis un petit peu plus loin aussi. Et puis Porsche, il y a la force du nombre quand même, hein. Il y avait 4 Porsche au départ. Alors, peut-être encore moins cette Porsche numéro 6, puisqu'effectivement elle est partie à la dernière place des hypercars, grâce notamment à un super numéro de Kevin Estre. Elle a pu remonter jusque sur le podium. On doit dire que dans la dernière heure, on a même pensé à un moment donné qu'elle pourrait même chipper la place à cette 83. Mais peut-être que cette performance de la Porsche numéro 6 va entretenir un peu le suspense et favoriser le maintien de cette équipe en endurance. Un suspense haletant également en LMP2, puisque c'est dans les derniers tours finalement que Inter-Europol est repassé devant la Panis. Par contre, Inter-Europol confirme 2 victoires en 3 ans. Exactement, et on nous avait habitués, victoire il y a 2 ans, 2e place l'année dernière, cette année encore sur la plus haute marche du podium, une écurie polonaise, hein, c'est l'année de la Pologne, hein, cette année aux 24 heures du Mans. Non, c'est une victoire méritée, c'était peut-être une des catégories où il y avait le plus de suspense, j'ai toujours pensé que c'était la bouteille à l'encre dans cette catégorie, et puis on peut saluer la 2e place aussi de l'équipe VDS Panis. Et la 4e place, 3e en LMP2 professionnel de notre Sartois Rechad de Gérus sur Iron Lynx. Ah oui, le coup est passé vraiment très près pour Rechad et consorts. Je crois que eux aussi ont fait leur course. Hein, franchement, il n'y a pas eu de déboire, de gros problèmes ni mécaniques, ni techniques, ni au niveau du pilotage. C'est dommage pour eux, mais voilà, ils sont tombés là aussi sur plus fort qu'eux. Et je vous propose justement qu'on écoute le pilote Rechad de Gérus à notre micro. On s'est bagarré fort, bagarré dur durant toute la course, ça a été super intense. Les 2 équipes de devant, Inter-Europol et Panis, avaient imprimé un rythme très élevé, très soutenu depuis le début, ça a été difficile de les suivre. En tout cas, on est content de notre course, on a commis des petites erreurs, mais en tout cas, on peut être satisfait pour l'équipage le plus jeune de cette édition, voire potentiellement le plus jeune de l'histoire. C'est vraiment super d'être sur le podium. Et donc parmi nos Sartois, il y avait également Sébastien Bourdet en hypercar qui n'a pas très bien figuré, vous l'avez vu dans le résumé tout à l'heure. Je vous propose également qu'on parle un petit peu d'Arnold Robin. On a vu sa voiture dans un état malheureusement très dégradé, alors qu'il pouvait prétendre à un très bon résultat, au moins une 4e place. Oui, c'est un abandon dû à une erreur de pilotage, hein, c'est son coéquipier, donc on va dire fondu les plombs à un moment donné, et puis ça cause petits effets, grandes conséquences, on va dire, puisque Arnold du coup a perdu toutes ses illusions, toutes ses ambitions, on va dire, et c'est vrai que c'est un coup dur parce que cette voiture était aux avant-postes depuis le début de la saison. À l'occasion des 3 manches, elle était toujours bien classée sur la grille de départ, toujours bien classée à l'arrivée, et là c'est vrai que lui se faisait un malin plaisir, hein, bien évidemment, de bien figurer aux 24 heures du Mans, chez lui, devant son public, devant sa famille et ses supporters. C'était peut-être l'année ou jamais, quoi. Fallait en profiter. Et puis là, la douche froide avec cet abandon. Ouais. Et en GT, les vainqueurs, c'est la 92 du team Mantais. Quelle bonne course finalement pour eux, parce qu'ils ont été
quasiment tout le long en tête, un peu embêté par la Ferrari 21. Mais oui, bis repetita, parce que Monte avait gagné déjà l'année dernière. Monte, c'est l'écurie de confiance de Porsche. C'est vraiment des gens, on les a vus il y a quelques années de cela, aux 24 heures du Mans déjà. Il y a eu une petite coupure, on va dire. Et puis là, ils sont revenus depuis l'année dernière, au plus haut niveau avec Porsche. C'est vrai qu'ils ont dominé. C'est vrai que c'était toujours les 3-4 voitures. À un moment donné, il y avait celle de Valentino Rossi qui s'immisçait aussi sur le podium, qui était candidate. Et puis une qui a abandonné pendant la nuit. Et voilà, aussi, la cause d'un pilote, qu'il y a eu un problème, et puis une Ferrari AF Vista aussi qui était longtemps aux avant-postes. Ça s'est toujours joué, avec un petit groupuscule de 4 voitures. Ouais. Un spectacle à tous les niveaux qui a su contenter, je présume, tous les spectateurs. Encore un record d'affluence battu au Mans. Oui, depuis le centenaire des 24 heures, 2023, les 24 heures du Mans font le plein. On peut dire aujourd'hui qu'au-delà de la course, c'est un festival. Ça dure 8-9 jours depuis la journée test. Festivités dans le centre-ville du Mans, avec aussi ces opérations de tournage dans la ville, qui nous rappellent les souvenirs des années 50, lorsque les voitures des 24 heures parcouraient la campagne sartoise, battaient la campagne sartoise. Et ça, c'est super, parce que les gens qui viennent aujourd'hui viennent pour la course, mais ils viennent pour prendre part aux animations, pour assister aux concerts. Il y a plein de choses qui se passent maintenant dans l'enceinte du circuit. En plus, avec aujourd'hui des sites, il y a des spots qui sont différents. Et franchement, c'est chouette parce que 332 000 spectateurs, c'est le record. C'est un peu plus aussi. Sur toute la semaine. Sur toute la semaine, voilà. C'est une affluence cumulée sur plusieurs jours. C'est un peu plus que le Grand Prix de France moto. Ce sera sûrement un peu plus aussi que le Mans Classique le mois prochain. Ça veut dire qu'on devrait flirter avec le million de spectateurs au Mans en cette année 2025. Et justement, Bruno, vous nous parliez de peu de faits de course, mais malgré tout, la direction de la course est intervenue à plusieurs reprises. Et Sébastien Bourdet nous en parle, il était un peu énervé. Écoutez. Quand on pensait qu'on avait peut-être encore une chance, la direction de course nous ferme la pit lane juste au moment où on doit rentrer. Et, après, ils nous mettent une pénalité parce que j'hésite et que je me retrouve un peu entre les deux parce que la pit lane est fermée, mais on n'a plus d'essence. Le temps que Thomas me dise on rentre, c'est comme ça, c'est trop tard, j'étais au milieu, j'étais dans l'herbe. Mais bon, c'est un peu facile, je trouve, derrière un bureau, de nous juger en permanence, surtout quand c'est pas particulièrement dangereux. Je veux bien croire qu'il y a des règles, mais il y a des fois, c'est bien d'être un petit peu conciliant aussi et de voir les raisons pour lesquelles on se retrouve dans ces situations-là. Il a raison, Sébastien Bourdet. Oui, c'est vrai, parce que là, en l'occurrence, c'est une injonction. Son team manager le dit effectivement de rentrer prestement parce qu'il était incapable de faire un tour. Bon, maintenant, la direction de course ne pouvait pas savoir non plus dans l'instant T peut-être ce qu'il avait encore comme réserve dans son réservoir. Bon, après, c'est la pénalité. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas cool, quoi. Mais bon, il y a un règlement d'un autre côté. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 poids 2 mesures, parce que Pierre Guidi a fait à peu près la même chose après avec la Ferrari. Il n'a pas été pénalisé. Je comprends le courroux de Sébastien, qui était déjà un peu irrité aux essais lors de l'Hyperpole avec les performances de la Ferrari, avec cette histoire de balance de performance, cet équilibre des forces, forcément qui fait toujours parler. Ferrari qui a donc bien caché son jeu, ou en tout cas qui s'est bien affirmé selon les propos de Sébastien Bourdet. On espère pour Sébastien Bourdet qu'il parviendra enfin à remporter les 24 heures du Mans. Ce sera les 13 et 14 juin 2026. Merci beaucoup Bruno Palmé. Merci Colin. Les chants catholiques de concert avec le vrombissement des moteurs des 24 heures. La traditionnelle messe du circuit célébrée par l'évêque du Mans, Monseigneur Villemain. Ce dimanche, l'église rend hommage aux victimes ukrainiennes de l'accident d'autobus survenu à Degré vendredi dernier. On est en communion de prière avec les familles, celles qui ont perdu des jeunes dans l'accident sur l'autoroute en Sarthe il y a quelques jours. Et donc on va confier au Seigneur les victimes, les blessés et toutes les familles. Pratiquants et curieux, plusieurs centaines de personnes se rassemblent dans ce décor qui fait écho à ce drame. Avec la course automobile par rapport à l'accident de l'autocar, et puis je vois aussi qu'il y a les scouts qui sont présents, donc ça fait un beau message et un beau lien. On est sur un circuit automobile, il s'agissait d'un accident automobile, donc ça nous lie à eux d'une certaine manière, même si évidemment on ne connaissait pas personnellement ces victimes. Ça nous paraît tout à fait normal de les porter dans notre prière. Cette messe de Requiem commémore aussi la mémoire des victimes du terrible accident survenu il y a 70 ans sur le circuit et à celle de Maxence Pissot, mort d'un accident de karting en décembre dernier. Un temps de prière avant de revenir dans la célébration de la course.
Suite à l'accident de car survenu sur l'A81 vendredi 13 juin à hauteur de Degré, la présidente de l'association Ukraine au Mans a été contactée par les autorités sur place pour aider les secours à traduire. Au moins 7 bénévoles lui ont prêté main forte. Le car en provenance du Morbihan était plein de jeunes Ukrainiens âgés de 15 à 17 ans de retour d'un échange scolaire. Et puis un peu plus tard, j'ai rejoint les blessés aux urgences pédiatriques à l'hôpital du Mans, voilà, pour faire traduction. Et puis ensuite, ils étaient logés dans un internat où, pareil, notre association, on a fait le tour aux côtés des psychologues pour prendre les besoins des enfants et on fait des petites courses pour leur acheter. Enfin voilà, ils ont sali leur habit, ils ont perdu pas mal d'affaires, ils ont éclaté leurs valises. On leur achète des crèmes cicatrisantes. Aujourd'hui hébergés au lycée de la Germinière à Rouillon, les jeunes qui n'ont pas dû être hospitalisés suite à l'accident manquent de tout. Ceux qui sont pris en charge à l'hôpital d'Angers et du Mans voudraient faire venir au moins un membre de leur famille pour les accompagner dans cette épreuve. L'association a donc lancé une cagnotte d'aide sur le site Hello Asso. Nous avons quelques personnes qui vont rester au Mans pour plus long terme. Donc on va essayer d'aider les familles, on va trouver des logements. Puis c'est des élèves d'une région, d'un petit village. C'est pas une région très développée économiquement. Déjà le voyage, c'était un grand effort financier pour les familles. Donc faire le trajet, c'est pas évident pour eux. On va essayer de les soutenir. Voilà, c'est pour ça qu'on a lancé la cagnotte. Le bilan de ce drame est de 4 personnes décédées, toutes majeures d'après le préfet de la Sarthe, mais aussi de 9 blessés graves et 22 blessés légers. Reste le traumatisme psychologique qui complique le rapatriement des jeunes dans l'immédiat. Si on ne connaît pas encore les causes de l'accident, l'un des 2 chauffeurs du car qui conduisait le véhicule a été mis en examen ce dimanche 15 juin, selon le parquet de Paris. Une information judiciaire est ouverte. Et puis on apprend à l'instant qu'une quarantaine de jeunes victimes de l'accident de l'A81 ont été rapatriées ce lundi 16 juin par le train de 16h26. Le préfet de la Sarthe était présent en gare du Mans pour saluer les équipes sur place et leur engagement. 9 passagers sont toujours hospitalisés, dont 3 en soins critiques. À compter de ce lundi, la ligne de tram T1 est fermée entre les stations Université et République, et ce jusqu'au 20 juillet. La raison, les travaux de l'allongement des quais du tramway du Mans se poursuivent. Le chantier a également un impact sur la ligne de bus numéro 6. Les arrêts République et De Gaulle ne sont pas desservis et le terminus est reporté place des Comptes du Maine. Un bus de remplacement, le B1, circulera le temps de la réouverture du tramway avec la même fréquence de passage. A noter que de mi-juillet jusqu'à mi-août, aucune des 2 lignes de tram ne circulera en raison de tests. Panne nationale de réseau chez SFR. Ce lundi, l'opérateur est victime d'un incident technique rendant les SMS, appels et connexions Internet impossibles. Pour l'heure, aucune explication n'est donnée. En cas d'urgence, pour appeler les services de secours, si le numéro 18 ne fonctionne pas, composez le 112. Les prévisions d'Air Pays de la Loire indiquent une dégradation de la qualité de l'air à partir de mardi 17 juin, en lien avec la hausse des températures et le fort ensoleillement attendu sur le territoire. L'ozone est le principal polluant favorisé par les rayons ultraviolets. Concernant les pollens, les graminées sont toujours présents de manière élevée sur l'ensemble de la région. Merci pour votre fidélité et passez de très bons moments sur LMTV Sarthe.